Aujourd'hui, j'aborde un terme très difficile, très problématique à cause de sa complexité. Pourquoi les élites ne donnent aucune place dans leur discours à la question de la création d'un État fédéral africain. C'est paradoxal qu'aujourd'hui, pendant des années, depuis que Nkrumah a fait un appel au ralliement à la cause panafricaine dans les années 60, ayant créé son État indépendant, arraché d'une haute lutte, l'État du Ghana en 1947 et a lancé le mot d'ordre Africa Unite. Je vais faire de cet appel, de cette invite de Nkrumah, ma porte d'entrée de lecture de notre sujet. En lisant ce que Nkrumah avait dit. Nkrumah avait écrit. Il disait que divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces de ce monde. Notez bien, une force de ce monde, l'Afrique. Il ajoute, je suis profondément et sincèrement persuadé qu'avec notre sagesse ancestrale, il parle de sagesse ancestrale. Notez bien aussi cet aspect-là. Persuadé qu'avec notre sagesse ancestrale, notre dignité, l'Africain est digne, selon lui, notre respect inné pour la vie humaine, et ça c'est primordial, il faut le noter parce qu'on va y revenir en montrant pourquoi le justificatif et l'argumentaire des panafricains ressentent la problématique de l'État fédéral sur une connaissance de l'origine de la civilisation africaine et de sa cosmologie et cosmogonie. Alors, il ajoute, je suis profondément et sincèrement persuadé, c'est Nkrumah qui dit ça, qu'avec notre sagesse ancestrale, notre dignité, notre respect inné pour la vie humaine, l'intense humanité qui est notre héritage, l'intense humanité qui est notre héritage, la race africaine unie sous un gouvernement fédéral, qu'il appelle les États-Unis d'Afrique, émergera non pas comme un énième bloc prompt à étaler sa richesse, prompt à étaler sa force, mais comme une grande force dont la grandeur est indestructible. Parce que cette grandeur-là, elle va être bâtie, non pas sur la terreur, mais qui fait la terreur? Bon, on reviendra aussi sur cet aspect. Non pas une grandeur qui ne sera pas bâtie sur la terreur, ni sur l'envie, ni sur la suspicion, ni gagnée aux dépens des autres, mais sur l'espoir. Le gouvernement fédéral va être bâti sur l'espoir, la confiance et l'amitié. Il dit, et ça va être dirigé pour le bien de l'humanité. Dans ce développement de Nkrumah, il y a énormément d'éléments qui montrent que les États-Unis d'Afrique est le seul moyen par lequel l'Africain peut construire son destin. Il n'y a pas d'autre voie. Et il nous démontre qu'est-ce que ça va être un État fédéral. Et comment ça va permettre à l'Africain
de prendre ses ressources dans son héritage légué par les ancêtres, dans la dignité qui est une marque distinctive de son ontologie, sa manière d'être, et dans son sens inné pour le respect de la vie humaine. Quand il dit cela, quand il dit tout cela, et qu'on observe au Sénégal, nos dirigeants, nos chefs de parti, et toute la crème qui sont des figures imposées dans les médias, ne mettent aucun élément dans le discours sur la question fédérale, mais se contentant seulement de nous proposer de nous adapter, d'améliorer notre situation dans le périmètre de l'enclos que le colon a dessiné pour nous confiner là-dedans, pour qu'on oublie que dans la situation où nous devons trouver des solutions d'existence améliorées, que nous sommes une victime d'un projet extrêmement barbare et bien planifié pour que l'Africain ne puisse jamais, jamais, au grand jamais, rentrer dans l'histoire, exister comme l'Africain ne peut jamais rentrer dans l'histoire et jamais se faire respecter dans le monde parce qu'il n'aura pas, au moment où toutes les nations avancent et se développent, l'Africain sera dans la situation perpétuelle de peuple dominé qui n'aura rien pu apporter à l'humanité, qui n'aura rien démontré dans sa capacité à régler ses propres problèmes. Voilà ce que Nkrumah nous donne comme inspiration pour montrer que nos élites ont abdiqué. Moi, je prends un seul exemple parce que je vais nommer des personnes. Parmi les plus grandes figures qui aujourd'hui plastronnent dans les médias, sont entendues et nous saturent de leur image. Je prends l'exemple de Idriss Seck. J'ai tenté pendant des années et des années de regarder dans tous ces discours. Dans tous ces discours, écrits dans ces discours oraux, où est-ce que je peux trouver simplement le mot panafricanisme, ou État fédéral, ou États-Unis d'Afrique? Ce gars-là n'a jamais prononcé le mot États-Unis d'Afrique de sa vie, alors qu'il a reçu d'un panafricaniste qui a passé sa vie depuis étudiant, depuis la France quand il était responsable de la FEANF, disciple de Nkrumah, n'a fait que parler des États-Unis, parler de l'État fédéral, pour finalement finir par conclure dans un livre que le panafricanisme est le destin par lequel les Africains vont construire leur destin. Que c'est la seule issue. Sans le panafricanisme, nous allons être recolonisés. Ça, il l'a dit dans un discours en 2010, où j'étais présent à la salle, où il dit qu'il ne faut pas qu'on se trompe de perspective historique. La colonisation, c'est un rapport de force. Et le rapport de force qui nous met en face des colons qui nous avaient colonisés, c'est aggravé. Tellement aggravé que, dans le contexte du Covid actuel, où l'enjeu de diminuer la population mondiale est posé de manière extrêmement claire, les perspectives de colonisation africaine sont énoncées, annoncées même publiquement. Parce que la colonisation même a démarré quelque part comme forme d'expérimentation pour voir comment l'humanité va réagir, alors qu'on avait pensé que la colonisation était passée de mode. En Israël, on colonise. L'esclavage est là en Afrique. En Libye, on met les Noirs en esclaves. Au Liban, on met nos sœurs en esclaves. Mais comment vous pouvez être dans un périmètre qu'on vous a décidé, que vous n'avez pas choisi? Vous voulez développer des stratégies d'adaptation à l'intérieur, adaptation,
Je me pèse bien le mot adaptation parce que je vais revenir, parce que c'est le titre de mon premier livre. Un livre que j'avais intitulé, le voici, Le Sénégal sous Wade, rupture avec les modèles d'adaptation. Parce que nous sommes dans des stratégies d'adaptation et non dans des stratégies de rupture avec la situation dans laquelle les colons nous ont mis. Et au fur et à mesure que les autres se développent, on ne voit même pas que derrière l'enclos, derrière ce périmètre, on nous observe pour voir est-ce que nous avons pris conscience qu'il faut qu'on en sorte et est-ce qu'on travaille à sortir de cette situation. Et ils préparent à nous maintenir, à nous enfoncer, à nous maintenir de manière perpétuelle dans cette situation. C'est à partir de cette considération générale que moi j'ai pensé que l'heure est venue pour qu'on interpelle nos élites africaines, particulièrement au Sénégal. Parce que ce n'est pas acceptable qu'au Sénégal, qu'on ait un Cheikh Anta Diop qui a passé toute sa vie pour attirer notre attention, pour nous faire comprendre que l'aliénation, le mal que le colon nous a fait est tellement grave qu'on n'a pas l'air d'en comprendre les enjeux et sa gravité. Parce que nous pensons à travers le colon, on lui prend ses concepts et on s'éclaire avec ses idées pour trouver le chemin que eux, ils nous ont tracé et un chemin qui nous mène dans une impasse telle que nous croyons courir alors que nous restons sur place. Dans ce live-là, parce que je fais ce live avec une extrême tension émotionnelle, parce que je pense même que je vais faire plusieurs éditions pour que définitivement on réveille notre élite, qu'on réveille la classe politique, pour que au moins ils arrivent à comprendre que le colon a réussi à nous faire accepter, à nos élites que nous sommes dans une défaite et que la seule possibilité qui nous est offerte, c'est de nous adapter dans les enclos et de ne pas penser en sortir et de ne pas penser que nous pouvons être une puissance si nous sommes unis, comme je viens de vous le lire, et comme Nkrumah, le père spirituel de notre leader Abdoulaye Wade. Notre histoire n'est pas dans notre mémoire. Et quand vous n'avez pas votre histoire dans votre mémoire, vous ne pouvez pas avoir l'estime de soi, l'estime de votre propre personne et de vos propres communautés. Et quand vous n'avez pas l'estime de soi, vous regardez le monde avec les valeurs et les principes des autres qui contrôlent votre histoire, contrôlent votre vision et conditionnent votre regard du monde et de l'analyse de votre propre situation. Ici, on nous a bassinés et vendu la République, la citoyenneté, la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse, autant de concepts qui sont des concepts d'emprunt, mais des concepts de guerre mémorielle, de guerre symbolique, qu'on n'a pas compris. Quand Sarkozy était venu ici à l'université, l'université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop, qui a réglé la question de l'histoire de l'humanité pour prouver que nous avons été les premiers à créer les civilisations à l'époque de l'Égypte nubienne. Il vient là-bas pour nous défier, pour dire que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire. Mais pourquoi il dit ça? Parce que lui, il sait qu'on est en guerre mémorielle, en guerre de symboles, et que c'est nous seuls qui n'avons pas compris ça. Abdoulaye Wade a passé son temps à nous réveiller sur ces questions-là. Il a engagé cette guerre des symboles en créant le mouvement de la Renaissance pour qu'on donne un message au monde, pour leur faire comprendre que nous avons conscience de nous-mêmes, de notre histoire, et nous allons tirer de notre histoire de quoi avoir de la fierté, de quoi être capable de concevoir notre destin, de le construire et d'arriver à faire de l'Afrique
le nouveau centre, le nouveau pôle de diffusion d'une puissance nouvelle qui va compter sur l'échiquier mondial. Alors, j'ai pris l'exemple de Idriss Seck. Je prendrai l'exemple de tous les leaders de partis qui sont actuellement en compétition pour briguer nos suffrages et pour demain nous diriger et pour reproduire les mêmes choses. Nous mettre dans des querelles de guerre des places, parce qu'après la guerre des classes que les marxistes nous ont amené, c'est la guerre des places. Et nous avons, avec ces élites, des stratégies d'adaptation qui les ont amenés à complètement déconnecter les esprits d'une possibilité d'articuler l'analyse globale panafricaine de la situation mondiale, de la position de l'Afrique, et une analyse des questions domestiques. Parce que eux, tout ce qui nous pose comme problème, c'est les analyses des problèmes domestiques. J'ai un ami et beaucoup d'autres qui ont réagi à l'annonce de ce live-là où j'annonçais le thème. Et je le réponds directement aujourd'hui parce qu'il a insisté pour que je réponde à sa question. Il s'appelle Diouf Dof. Je suis sûr qu'il m'entend. Il me dit que la question fédérale, le panafricanisme n'est pas d'actualité. Et ce qui est d'actualité, la priorité, c'est de se battre pour le Mali, pour le Sénégal, sur les questions qui sont des questions domestiques. C'est bien. Il faut se battre pour ces questions domestiques parce que c'est le quotidien, la quotidienneté, c'est les questions de vie quotidienne des peuples. Mais il faut l'articuler avec une analyse du destin des peuples. Parce que si vous vous mettez à analyser ces problèmes qui ont été créés par les colons pour que ça soit suffisamment chaotique pour absorber toute notre énergie et notre attention, mais c'est la même façon pour le colon de nous divertir, pour qu'on ne comprenne pas que nous sommes en danger et que l'enjeu fondamental et essentiel, c'est d'arriver à sortir de l'enclos et à fédérer tous les frères africains qui sont dans d'autres enclos pour qu'on crée un État fédéral que Nkrumah appelle les États-Unis d'Afrique et que son disciple Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, développe durant tout son mandat en posant des actes forts, en créant des édifices mémoriels qui installent dans notre mémoire le souvenir, en tout cas, réinstalle dans notre mémoire cette histoire qui nous a été enlevée par la colonisation, par une longue période de colonisation et de domination et d'éducation. Comment? Alors, donc, j'aimerais analyser le processus de morphogénèse de cet enclos qu'on appelle le Sénégal, comment le colon est arrivé à nous insérer là-dedans et à nous obliger à développer des stratégies d'adaptation que je développe dans mon premier livre, Le Sénégal sous Wade. D'abord, ils ont commencé à théoriser après 1885, quand les Européens, portés par leur élan de la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre, ils ont maîtrisé le machinisme, la production d'armes supérieures, ils se sont dit qu'ils vont aller à la conquête du monde, leur imposer leur supériorité, ils ont racialisé, n'est-ce pas, l'humanité sur une disposition telle qu'eux, ils se mettent au-dessus et les autres peuples sont au-dessous et au plus bas, ils placent les Africains, les considérant que ce n'est même pas des êtres humains, ils n'avaient pas d'âme, on pouvait en faire des biens meubles, alors que l'histoire réelle de l'Afrique qui a été remise sur la scène juste après le débat historique du Caire, la conférence du Caire, le sommet que Cheikh Anta Diop a lancé le défi à toute la communauté scientifique pour qu'ils viennent débattre avant qu'on écrive l'histoire générale de l'Afrique, qu'on vienne débattre sur la question de l'origine de la civilisation égypto-nubienne. Face à un parterre de savants les plus éminents du monde,
et des Égyptiens, Cheikh Anta Diop a fait la différence. Et le rapport qui a conclu, qui a rendu les conclusions, a attesté que le débat était tellement déséquilibré que Cheikh Anta Diop a imposé la vérité scientifique de l'origine nègre de la civilisation égyptienne-libyenne. Mais comment se fait-il que depuis ce colloque du Caire, au Sénégal ici, où il y a eu Cheikh Anta Diop, dont ces ouvrages sont enseignés au Brésil, des universités, des rues portent son nom depuis longtemps aux États-Unis. Ablaye Wade, moi, on me fait citoyen d'honneur du Brésil parce que j'ai développé comment Ablaye Wade a réalisé durant son court parcours au Sénégal des lieux de mémoire qui reconstruisent, qui replacent notre histoire dans notre mémoire. Monument de la Renaissance africaine, place du souveraineté africain, musée des civilisations et tant d'autres. Comment se fait-il que dans ce pays où il y a ces deux grands panafricanistes qui dirigeaient des partis, même dans leur parti, ils ont leurs éléments ont du mal à les suivre et à valider ou à porter, n'est-ce pas, le discours qu'ils ont tenu, qui nous libère. Moi, c'est ça que je déplore et je pense que le temps est venu, compte tenu du contexte mondial actuel, où tout récemment, il y a quelques mois, il se passe après toute la bataille que Donald Trump a menée contre le monde pour imposer, n'est-ce pas, la supériorité américaine. Il se passe qu'en Asie, il y a une nouvelle configuration qui s'est mise en place d'un marché d'échange libre qui a réuni presque toutes les puissances autour de la Chine, d'un marché asiatique qui va capturer 40% du commerce mondial. Il y a la Chine et tous les autres pays qui sont membres, sauf, je pense, l'Inde. Et finalement, l'Inde finira par adhérer. Et voilà que, non content d'avoir été un grand ensemble de dimensions continentales, la Chine, il accentue les rapports de force qui sont en train de gagner contre les États-Unis et l'Europe en intégrant tout le marché asiatique pour, dans un court délai, bientôt, bouleverser les rapports mondiaux. Alors que l'Afrique, si elle fait son unité, aura la dimension 2 fois plus grande que ce marché constitué par la Chine et les autres parties de l'Asie. Parce que nous serions capables d'avoir 3 milliards de consommateurs. L'Afrique fait 130 millions d'hectares cultivables. On n'en a cultivé que 30 millions. 100 millions d'hectares restent à cultiver, à exploiter. Nous pouvons nourrir le monde. Et si on fédérait l'Afrique, l'institution fédérale va absorber tous les budgets de souveraineté dans la caisse du trésor fédéral qui fera que nous serions une puissance industrielle, non, une puissance commerciale, une puissance militaire et avec l'intégration jouant et l'exploitation, n'est-ce pas, de nos ressources, une future puissance économique qui va dominer le monde. Et le premier que nous étions à l'époque de l'Égypte pharaonique, nous avons les atouts pour le redevenir, mais pas pour dominer le monde, comme le dit Nkrumah. Ce que nous allons gagner avec l'État fédéral, ce n'est pas pour dominer le monde ou montrer de la revanche, non. C'est pour libérer l'humanité de la barbarie. Pourquoi barbarie? Pourquoi la barbarie? Parce que ceux qui nous ont colonisés, ils ont fait de la guerre, de la prédation, n'est-ce pas, de l'exploitation de l'homme, une valeur essentielle
de leur mode d'existence, de leur cosmologie. Alors que c'est tout à fait le contraire qui est sorti du moule civilisationnel généré par le matriarcat en Afrique. Nkrumah dit que nous avons un sens inné de respect de la vie humaine. Parce que pourquoi nous avons le sens inné de respect de la vie humaine? C'est parce que c'est le matriarcat qui fait ça. Qui, en plaçant la femme au cœur de l'organisation sociale, la femme qui donne la vie, naturellement, elle protège la vie. Elle développe de l'intelligence pour nourrir, pour entretenir, maintenir la vie. Et c'est ça qui a façonné notre façon de voir le monde. Et avoir des rapports avec l'autre qui n'est pas un rapport agressif. C'est pourquoi nous vous avons tendu à l'Europe, lorsqu'elle était ignorante, n'avait pas accédé à la science, on a permis à Aristote, Euclide, Pythagore, tous ces gens-là à venir prendre l'enseignement en Égypte pendant des années, des dizaines d'années. Et ayant pris leur connaissance là-bas, ils sont allés le mettre au service de la prédation et de la domination du monde. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ça, si nous le savons, les choses deviennent claires. Et nous avons l'obligation, dans le contexte des enclos, où on nous appelle à développer des stratégies d'adoption, à obligatoirement articuler une double lecture. Lecture des stratégies, lecture des questions domestiques, des problèmes de chaos à résoudre à l'intérieur de l'enclos, mais lecture globale de notre environnement où existent des prédateurs qui sont encore en veille et en éveil pour pouvoir revenir nous recoloniser et nous dominer. Quand on est conscient d'un tel enjeu, mais la question se pose de savoir qui doit-on mettre au pouvoir? C'est des panafricanistes. Moi, toute la classe politique qui s'agite aujourd'hui, je n'ai vu que Abdoulaye Wade, en tout cas encore, dirigeant de parti, qui parle de panafricanisme, qui parle d'État fédéral. Lui seul. Aucun, même les autres qui avaient Ninam Petit Abdoulaye Wade, auraient au moins eu la dignité de donner de la place à ce projet qui préfigure notre destin, qui va nous donner un avenir. Mais non, parce que c'est des élites qui ont été piégées dans la guerre mémorielle et qui ont pensé que, en prenant les concepts de vertu civique, de l'angélisme civique, où on s'approprie d'un coup, lorsque vous dites gouvernance vertueuse, mais c'est l'autre qui n'est pas vertueux, vous vous emparez d'un coup par cette simple énonciation de la vertu, que c'est vous qui êtes vertueux, alors que c'est faux. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Ces stratégies de sortir des slogans disant nous nous battons pour des valeurs, comme le fait le Thierno Alassane Sall. Mais c'est de l'escroquerie. Mais il trompe qui? Mais non. C'est les stratégies de guerre cognitive que beaucoup d'élites, beaucoup d'élites prennent leurs armes de combat politique pour accéder au pouvoir et accéder à des ressources et maintenir une clientèle. C'est ce qui les intéresse. Et ils vendent une image de personnes vertueuses. Ils proposent des opérations main propre pour réveiller des lois scélérates comme la loi sur la CREI, qui est une loi scélérate parce qu'elle ne respecte pas le minimum de droits humains, des lois qu'on n'utilise que dans les sociétés barbares. On le remet au jour pour justifier qu'on est dans le travail d'assainissement des mœurs, n'est-ce pas, de moralisation de la gestion, alors que quand ils arrivent au pouvoir, on voit ce qui se fait. Ils montrent au grand jour
Mais quel est leur vrai visage et quel est leur vrai rôle? Ils apparaissent comme les vrais auxiliaires de colons pour perpétuer, maintenir le système pour qu'elle se renouvelle. Et elle se renouvelle comment? Le renouvellement du système se passe comment? Mais à chaque étape de la maturation des peuples, pour remettre en cause ces élites qui les trompent, de nouvelles théories, de nouveaux concepts sont sortis, des concepts qui endorment avec une presse endormeuse et distrayante qui nous fait passer le temps dans des émissions de distraction, hein, faisant oublier que nous sommes en danger et que les autres avancent vite, que les rapports de force sont aggravés et que le niveau de puissance est tel que s'ils veulent nous recoloniser, ils n'ont pas besoin de nous affronter. Missiles qui vont 5 fois, qui ont la vitesse de 5 fois la vitesse du son, 5 Mach, qu'ils peuvent téléguider à partir d'une distance de 10 000 km pour vous détruire jusqu'à ce que vous jetiez le drapeau blanc pour dire non, non, vous allez nous tuer tous, venez nous recoloniser, comme ça on aura la chance au moins de vivre. La servitude volontaire est dans le processus. Donc, hurry up, comme disent les Anglais. Faisons vite, hurry up, parce que nos vies sont menacées. Notre avenir est menacé. Et les panafricanistes sonnent la sonnette d'alarme. Il faut qu'on sorte de ces discours piégés, de ces discours qui nous décrochent du mouvement général de la lutte panafricaine qui se lève à nos frontières, comme au Mali aujourd'hui, un peu partout. Partout en Afrique, le mouvement panafricain prend de l'ampleur. Au Mali, ils ont compris qu'ils ont été arnaqués par les Français qui prétendaient les sauver. Ils se sont rendus compte que c'était pour contrôler le Sahara avec les Touaregs et créer un autre État et nous diviser. L'Afrique unie, l'Europe perd l'initiative, perd sa position de puissance. Mais l'Afrique balkanisée, c'est l'Europe qui en profite pour se servir de notre division et pomper nos ressources et nous vassaliser. Il faut faire un choix. Mais ce choix-là, ce n'est pas avec ces élites-là qu'on peut le faire. Il faut des panafricanistes. On met des panafricanistes à la tête de chaque État, on a un État fédéral. Mais des panafricanistes qui acceptent de céder leur souveraineté et qui s'engagent à l'écrire et à le faire certifier sur l'honneur et juridiquement, de telle sorte que s'ils ne respectent pas leurs engagements, leurs candidatures seront invalidées. Voilà les enjeux. Je pense que Diouf, qui me posait la question de savoir où se trouvait la priorité. Il y a des priorités conjoncturelles, des priorités domestiques, mais il faut intégrer dans ton analyse qu'il y a des priorités stratégiques. Nous sommes dans des adaptations aliénantes, alors qu'il nous faut faire des adaptations stratégiques. Dans un chaos, il faut savoir d'où vient ce chaos qui est à l'origine. Ça, quand on mène de telles réflexions, on est dans des adaptations stratégiques parce que la perspective, c'est d'en sortir. Mais quand on est dans des adaptations aliénantes, on ne pose pas ces questions de sortie d'enclos. On se bat que pour être détenteur des suffrages des gens, pour diriger, accéder aux ressources et faire le partage avec ses clients, ses parents, ses amis et la situation de domination et de soumission, de servitude volontaire va continuer et au finish, ils finiront par revenir nous coloniser parce que le monde aura tellement avancé avec la situation des crises démographiques qui s'annoncent partout dans le monde, sauf en Afrique. Les terres africaines vont être conquises
vont être prises. Les terres africaines, c'est le prochain enjeu de guerre qui va être mené contre l'Afrique. Et cette guerre-là, ils la mèneront par la guerre indirecte, la guerre mémorielle, pour qu'on ait des élites qui ne pensent pas panafricain, qui ne pensent pas État fédéral, qui pensent que ce n'est pas prioritaire. Ils mèneront ça aussi par une guerre militaire par des virus. Parce qu'entre-temps, nous n'avons pas pu développer une capacité de défense par rapport à ce genre d'attaque. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il est impératif et urgent. Urgent, je dis, pour que les Africains reconnaissent, admettent que la solution de sortie de crise, l'avenir de l'homme noir et de l'Afrique, c'est la création des États-Unis d'Afrique. La création des États-Unis d'Afrique est la seule issue. Le panafricanisme est le creuset dans lequel nous construirons notre destin, nous forgerons notre destin, ou nous allons disparaître. Je crois que c'est sur ces mots-là que je pourrais un peu aborder comment, je l'avais dit, le processus de morphogenèse de l'encre néocoloniale. Ça s'est passé par la théorisation de l'infériorité de l'homme noir, la mission civilisatrice de l'homme déclarée avec les Voltaire et toutes les élites et savants européens comme des biens meubles. À partir de cette caractérisation, ils ont justifié une mission civilisatrice par laquelle on nous a mis dans une situation d'esclave, ensuite colonisation, de recolonisation qui a duré 500 ans. Mais la capacité de résilience du peuple africain est telle que là où des peuples ont été décimés et ont disparu, comme les Indiens en Amérique, on ne voit plus les Indiens en Amérique, on les a massacrés, ils ont disparu, les Américains. Vous allez en Australie, les aborigènes vont disparaître. Mais l'Africain aujourd'hui a démontré une capacité de résilience telle que on a tous les atouts avec la conquête de notre histoire, la connaissance de ce que nos ancêtres ont été capables de faire en matière de connaissances scientifiques, en matière d'organisation, parce que les dynasties égyptiennes ont été suivies après l'accident historique des attaques des Hyksos, des Assyriens et des peuples de la mer. Les peuples africains, trahis par leur générosité, ont migré en créant d'autres empires, l'empire du Ghana, l'empire du Songhai, l'empire du Mali, plusieurs empires, et le traçage de la continuité historique depuis notre origine égyptienne jusqu'au territoire du Cayor. Nous avons des historiens qui nous ont tracé, qui ont fait l'historiographie en montrant que de là où nous avions une vie glorieuse, notre période glorieuse, et après l'accident historique, quand on a perdu l'initiative, nous sommes arrivés dans un contexte où, avec des leaders panafricains, l'éveil qu'ils ont déclenché en termes de prise de conscience, nous pourrons rebondir et reconquérir notre position ancienne, c'est-à-dire celle d'être une puissance qui va compter. Kourouma nous l'a dit. Je suis profondément et sincèrement persuadé qu'avec notre sagesse ancestrale et notre dignité, notre respect inné pour la vie humaine, l'intense humanité qui est notre héritage, la race africaine, unie sous un gouvernement fédéral qu'il appelle les États-Unis, émergera non pas
un énième bloc prompt à établir sa richesse et sa force, mais comme une grande force dont la grandeur est indestructible. Parce qu'après cela, on ne pourra plus nous détruire. Parce que cette force-là, elle va être bâtie non pas sur la terreur que les colons ont exercée sur nous, par l'envie et la suspicion, parce qu'eux, ils étaient tout le temps dans la... J'avais dit que eux, ils ont fait de la prédation, de la guerre, la valeur essentielle de leur mode d'existence. Nous, ce n'est pas ça. Donc, nous allons avoir une force indestructible parce qu'elle va être bâtie non pas sur la terreur, sur l'envie et la suspicion, ni gagner aux dépens des autres, mais sur l'espoir. Parce que la conscience historique crée l'espoir, la conscience historique crée l'espoir, la conscience historique de Cheikh Anta Diop crée l'espoir. La confiance, parce que l'Africain par nature, il est optimiste. Et l'amitié, et ça c'est notre manière d'être, c'est notre cosmogonie, notre ontologie. L'ontologie négro-africaine, Ablaye Wade l'a définie par sa physicité. C'est-à-dire que c'est un rapport fusionnel avec la nature. Césaire définit ça, disant que nous étions poreux à tous les souffles du monde. On s'abandonne à l'essence des choses. C'est parce que c'est de cette manière-là que la nature s'est révélée à nous-mêmes et nous a donné ses lois. C'est pourquoi on a été les premiers scientifiques. Sans l'apprendre d'aucun autre peuple. Quand on maîtrisait les mathématiques, les théorèmes de Pythagore, là, hein, que les papyrus de Moscou ont démontré les calculs éminemment complexes de trigonométrie, de géométrie qu'on a trouvé qui sont gardés par les papyrus de Moscou. Mais quand on avait ça et pour créer les pyramides, où est-ce qu'on l'a appris? On ne l'a pas appris d'une autre civilisation. Si nous avons pu apprendre la science, faire une organisation, créer des édifices qui ont défié le temps, c'est parce que, contrairement à ce que Senghor avait dit, l'émotion est nègre, la raison est... Non, cette dichotomie-là, elle est fausse. C'est la théorie des gens qui sont dans des stratégies d'adaptation pour justifier le rapport de dominant-dominé. Parce que le dominant, on lui concède que c'est lui qui est scientifique, nous, c'est l'émotion, la nègre, on sait que danser. Non. L'Africain est par essence un homme de science. Et il suffit simplement de voir les Africains, quand on leur ouvre simplement une petite parcelle de créneaux où ils peuvent exercer leur génie, ils démontrent un génie scientifique. On a énormément de scientifiques dans toutes les universités du monde. Parce qu'on a ouvert une petite porte et ils l'ont exploité. C'est pourquoi Ablaye Wade a voulu créer la place du souvenir pour créer deux panthéons. Le panthéon du génie noir. Avec ce panthéon-là, si le pouvoir actuel l'avait respecté, les Africains allaient visiter pour découvrir tous les documents avec leurs sources de preuves du génie inventif du noir depuis Imhotep qui a construit la pyramide de Gizeh. Avec tous les modèles mathématiques, la règle d'or, la connaissance du pi. Hein? À l'époque, Imhotep connaissait ça. Et ça date de presque 4000 ans. 4000 ans. Ou 5000 ans, je ne sais pas. Voilà notre histoire. Il faut que cette histoire qui n'est pas dans notre mémoire, qu'on la remette dans notre mémoire. Comme ça, on aura de la confiance. Et quand on aura la connaissance de la manière dont nous avons respecté les espèces humaines et la nature, on va changer le monde et la barbarie va disparaître. Parce que, comme le dit Nkrumah, le monde sera dirigé pour le bien de l'humanité. Merci, chers amis. Je pense que je peux m'arrêter là pour développer l'autre édition au prochain live. Merci, j'ai vu Paco, Moussa Faye, Ali Pouy, merci, mon frère et cousin Amadou Lamine Diop, mon frère Sanou, je te vois, Sanou Faye,
Saint-Louis, merci à toute ma famille, merci beaucoup.